Moi, j'ai toujours trouvé que le professeur est pris comme un bouc émissaire. Donc, c'est le bouc émissaire parce que si ça ne va pas, non, mais c'est lui. C'est lui qui est à la base. C'est ce que tout le monde dit. Mais réellement, est-ce que c'est ça? Réellement. Qui utilise ce bouc émissaire? Oui, ce bouc émissaire est utilisé par l'instance habilitée à diriger pratiquement le pays. Parce que n'oublions pas qu'on peut dire que les professeurs, ce sont eux qui sont à la base de tout. Mais n'oublions pas que la machine de l'État est conduite par des personnes, par des gens. Et ces gens-là, ce ne sont pas des tableaux vierges. Mais ce sont des gens, je crois bien, qui ont des programmes, qui ont pensé, qui se sont dit, qui ont vu l'État pratiquement ici du pays, la situation du pays, etc. Et qui ont des propositions à fournir pour qu'on puisse quitter cet état des choses qui n'est pas appréciable. On ne va pas renverser, parce que c'était ça, renverser la bourgeoisie par la classe, la petite classe, la classe prolétarienne. Donc c'est maintenant, ce sont les prolétaires qui vont pouvoir diriger, remplacer la bourgeoisie, etc. Et c'était très, très dur. Bien sûr que Lénine était là, et il avait réfléchi. Voilà, j'ai trouvé que cet homme-là était vraiment très sage. Qu'est-ce qu'il avait dit? Nous ne pouvons pas punir ou condamner les intellectuels. Il faut par contre entretenir l'intellectuel. Donnez-lui tout ce qu'il faut. Et l'intellectuel vous produira un travail impeccable. Donnez-lui tout ce qu'il faut. Donc, n'allez pas dans un sens d'une révolution qui subjugue, parce que là, nous allons tout perdre. Et ils se sont mis à ça, et ils ont donné à l'intellectuel, ils ont donné à l'académicien tout ce qu'il fallait. Qu'est-ce qu'il te faut pour que tu me fasses un très bon travail? Mais il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir, c'est ça. Et ils ont entretenu. Bien sûr que... C'est quand même une belle accusation, professeur. Il faut l'entretenir. Mais voilà que l'académicien, l'intellectuel, parce qu'il avait tout, il n'avait plus de raison à dire pourquoi il ne produisait pas. Non, il avait tout et il a commencé à travailler. Toi, tu es chimiste, mais voilà, produis-nous, fais de la recherche, produis-nous ce que nous voulons, etc. Et ils ont travaillé. Et la Russie, devenue URSS après, est devenue une très grande puissance. Mais pourquoi? Parce que l'académicien était entretenu. Parce qu'on a entretenu l'universitaire, on a entretenu l'intellectuel. On a entretenu l'intellectuel. Que le salut du Congo peut passer par l'université, par la colline, par vous. Je ne dirais pas non, mais je ne dirais pas oui non plus, parce que le salut ici devient pratiquement une réalité. C'est quand toutes les forces du pays se mettent ensemble en synergie, et chacun dans son domaine, chacun dans le savoir qu'il a, produira quelque chose. Parce qu'il n'y a pas des analphabètes, il n'y a pas des gens qui ne sont pas intelligents. Tout le monde a une parcelle d'intelligence qui est nécessaire pour qu'on puisse l'associer à d'autres intelligences pour essayer de résoudre les problèmes qui se posent dans le pays. Donc, c'est pour ça que je dis que l'université n'est pas nécessairement... Donc, ce n'est pas la seule institution ou le seul établissement qui a les savoirs et par qui la solution aux problèmes qui se posent dans notre pays puisse ici être résolue. Non, il faut cette synergie-là. Il faut tout le monde. L'université, lui, réfléchit à partir de ses analyses, à partir de ses critiques, parce que lui, il est appelé de voir la situation de manière macroscopique. Il voit, il constate et il suggère, il propose, parce qu'il a tout un bagage qui lui permet ici de faire, de proposer des choses tout à fait rationnelles qui peuvent aboutir, à endiguer, qui peuvent aboutir ici à donner des solutions aux problèmes qui se posent dans notre pays. Il est nécessaire, parce qu'on ne peut pas se passer de l'universitaire.
Mais ce n'est pas le seul universitaire qui va pouvoir faire sortir le pays du marasme dans lequel il patauge. Vous avez une maîtrise en études du développement. Mais est-ce qu'on peut... Je reste sur cette question. Est-ce qu'on peut dire que le pays, le progrès ou le développement de notre société dépend de la quantité de professeurs, des thèses? Parce qu'on en produit pratiquement chaque année. Vous produisez des professeurs, vous produisez des licenciés, vous produisez des gradués, vous produisez... Et même au niveau de l'EPST, on produit des diplômés d'État pratiquement tous les jours, à chaque minute, à chaque seconde. Tout à fait. Talambo, quand on est les professeurs. Oui. La République des professeurs. Quelqu'un l'a dit. Ah mais non, hein, parce que si on dit que c'est la République des professeurs, non, c'est pas le cas, parce que c'est le moindre de tous, pratiquement. Parce que c'est là ses voix, parce qu'il est pratiquement stigmatisé, mis à côté, etc. Le professeur, il a le savoir. Le professeur, il a la connaissance. Et le professeur, ici, il est toujours disposé à mettre ce savoir au service de la nation, etc. Mais la quantité. Il faudrait qu'on lui donne des conditions. La quantité, non. La quantité, aujourd'hui, ce n'est pas la quantité vraiment qui compte. On peut produire des docteurs, on peut produire des licenciés, on peut produire... Ce n'est pas la quantité qui compte. Mais ce qui est très important ici, c'est de voir la qualité. Mais cette qualité, déjà, elle est compromise déjà à partir des bancs de l'université, la qualité, et elle est déjà compromise. Mais compromise comment? Parce que tous les paramètres nécessaires ne sont pas réunis pour qu'on produise réellement un universitaire. Je vous prends ici une réflexion sur la prolifération des écoles doctorales et des thèses sans thèse en République démocratique du Congo, une menace contre la souveraineté scientifique, la suppression des écoles doctorales périphériques s'impose. La restriction en nombre de thèses par an et par promoteur doit être de mise. Les thèses ne devraient être dirigées que par des spécialistes invétérés des sujets. La complaisance, souvent en faveur de politiciens, cadres d'entreprises et administrations, désacralise la science. À cette allure, la RDC sera sous peu le premier pays producteur de professeurs, ignare de la quantité, ne sort toujours pas la qualité, signé professeur Godé Mpoy, député national. Votre réaction, prof? C'est d'après son constat, il a fait son constat, il a trouvé que c'est ça. Moi, ici, je ne peux pas aller à l'encontre de ce qu'il a dit, parce que c'est réel, c'est pitoyable ces derniers temps. Le niveau de l'université est pratiquement abaissé, tout simplement parce qu'on ne tient plus compte, on ne respecte plus la réglementation telle que, ici, légiférée par le gouvernement. Aujourd'hui, même nous, ça fait mal. Ça nous fait mal quand on voit qu'on a des gens, d'abord, qui ne maîtrisent pas les matières qu'ils dispensent. Il y a des gens qui sont là par des moyens détournés. Ils sont nommés de professeurs. Il n'y a plus de respect. Vraiment, il n'y a plus de respect des règles. Mais ça fait mal. Vous voyez quelqu'un qui vient d'ailleurs, avec un doctorat aujourd'hui. Mais on va ramasser des papiers n'importe où et venir avec. Mais ces gens-là qui ne remplissent même pas les conditions telles qu'exigées par l'État, par le gouvernement, pour devenir professeurs, et qui se retrouvent, ils sont là, ils sont nommés professeurs, etc. Ils sont là, ils font n'importe quoi. Mais il nous faut un peu de la rigueur au niveau de l'université. En peu de mots, c'est quoi la santé de l'ESU en RDC? La santé... c'est quand même votre secteur. Oui, c'est notre secteur, la santé de l'ESU. Elle est vaille que vaille. Moi, je ne dirais pas qu'elle est très bonne, ou je ne dirais pas que l'université est malade, mais l'université ne repose pas sur des bonnes bases. L'université ne repose tant base que ce soit intellectuelle, c'est-à-dire académique, base aussi éthique, base. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de manques à l'université. C'est pourquoi il faudrait restructurer. On en parlera.
on parlerait de solutions. Oui. Mais vous avez écrit, vous avez publié un ouvrage en disant même l'enseignement supérieur, c'est meurt en RDC. C'est quand même fort, non? Oui, mais l'enseignement supérieur, actuellement, il faudrait qu'on retouche un peu, les systèmes de l'issue. Ça, il faudrait qu'on le fasse. Mais quand on s'aventure, aller dans ce sens-là, mais qu'est-ce qu'on fait? On ne voit que des secteurs qui ne sont pas des secteurs vitaux pour l'enseignement supérieur. Mais ce sont ces secteurs-là qui prennent la première place. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans la restructuration? On voit l'enseignement, hein, quels sont les enseignements que l'on peut donner, etc. Mais il y a ces secteurs vraiment vitaux de l'ESU. C'est la restructuration pratiquement ici administrative, etc. Si il n'y a pas une administration efficace pour l'université, je vous dis que tous les cours que l'on peut donner, les savoirs que l'on peut donner, n'aboutiront à rien. Mais vous faites allusion à quoi quand vous parlez de l'organisation, de l'administration même de l'ESU? Vous faites allusion à quoi exactement? Mais tout simplement parce qu'on trouve qu'il y a des failles dans l'administration. Les règles, donc c'est-à-dire les moindres des règles ne sont pas respectées. On voit l'engagement, on engage n'importe qui. On voit ici la logistique, il n'y a rien qui suit. On voit le superpeuplement des étudiants, etc. Il n'y a rien qui s'engage. Mais cela, c'est l'administration qui peut, s'il y a une forte administration, c'est là où on peut corriger beaucoup de choses. Mais si on a une administration responsable à l'université, je vous dis que tout ira pour le mieux. Non, il y a la volonté politique qui joue un très grand rôle là-dedans. Parce que la politique chapeaute tout. Ici, pratiquement, notre système pratiquement ici de gestion, je ne pourrais pas parler de régime, c'est la politique qui domine. Hein. C'est la politique qui est au centre de tout, etc. Hein, chez les socialistes, les marxistes, ici c'est l'économie qui est pratiquement le poumon. Mais ici c'est la politique. On ne peut rien faire sans qu'on se réfère à la politique. Parce que c'est la politique qui va vous donner l'autorisation de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir opérer des changements, de pouvoir... Mais pourtant, ce sont des choses qui pouvaient aller naturellement. Aujourd'hui, pour, par exemple, avoir un petit papier, à l'université, etc. Non, il faudrait recourir ici aux instances supérieures, aux instances politiques, hein, des choses pratiquement ridicules. Non, c'est pour cela que je dis que ici, actuellement, le problème qui se pose à l'université, ce n'est pas le problème des manques de cadres qui travaillent, et qui travaillent d'ailleurs très bien. Mais ces cadres-là ne sont pas encadrés. Okay. Et leurs aspirations ne sont pas pratiquement assouvies. C'est ça le grand problème qui se pose. C'est pour ça que j'ai commencé par te dire, pour évoquer d'abord Lénine. Okay. Voilà cette grande nation qui est devenue grande nation, mais pourquoi? On a compris les secrets. Entretenir l'université. Entretenir l'universitaire. Donnez-lui ce qu'il faut. Et il va travailler. L'université, ce n'est pas celui-là qui doit toujours courir derrière les postes politiques. Non, je vous dis qu'il y a des gens qui sont là, qui sont motivés. Les gens qui, ici, qui font de l'enseignement leur apostolat. Moi, je suis allé à l'université directement. J'ai donné mon cours, je me suffisais. Bien sûr que les conditions n'étaient pas très bonnes du tout, etc. Mais en ce temps-là, si je pouvais avoir une chance que je suis parachuté quelque part, toi, tu crois que je m'arrêtais? Hein? Je crois que je ne ferais pas cas. On le souhaite, vous pouvez faire un bon ministre de l'ESU, par exemple. Mais écoutez, c'est qu'il faudrait que l'université, ce n'est pas la panacée. Ce n'est pas pratiquement ici la solution sine qua non, hein, sans laquelle le pays ne peut pas se développer. Non, c'est pas ça. Ce sont des penseurs, ce sont des intellectuels, des penseurs. Ce sont des gens qui réfléchissent. Ce sont des gens qui utilisent les idées. Et ces idées-là, ils malaxent et en font quelque chose de bon qui peut autant concourir maintenant au développement du pays. Et l'université aussi a une seconde mission. C'est celle de la recherche, qui est très nécessaire.
Parce qu'on ne peut pas trouver, on ne trouve pas mieux que, que notre pays puisse fonctionner sans tête, sans cerveau, Mais etc. à la cité, on parle de vous, prof. Vous savez? Oui, mais Professeur Mbabako Makate. il y a des problèmes qui se posent. Ici, je veux te le dire. Vous ne publiez même pas. Mais voilà, ça c'est un fait. Donc, publier, on ne publie pas. Je crois que je ne sais pas combien de livres j'ai qui se trouvent ici au chevet de mon lit. J'en ai publié, une dizaine, j'ai publié, etc. Mais j'en ai encore qui traînent vraiment au chevet de mon lit. Qu'est-ce qui vous bloque pratiquement? Mais écoutez, si je n'ai pas de moyens, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je me suis donné une discipline. Moi, je ne vais pas commander chez les étudiants, leur demander qu'ils me donnent ou bien quoi, etc. Mais non, tout doit venir de moi. Et c'est ainsi que je m'efforce, donc je me sacrifie pour écrire. Mais quand on écrit, c'est pour le bien de la nation, c'est pour le développement de notre nation. Et c'est pour aussi la visibilité de notre pays dans le concert des recherches dans le monde. Nous publions. Mais nous voyons comme si c'était une affaire personnelle pour nous. Parce qu'on ne nous finance pas. Il y a combien de fois les professeurs ou l'enseignement supérieur universitaire ou le ministère de l'enseignement supérieur universitaire a demandé qu'on puisse voter ici tout un budget de la recherche. Et combien de fois on a promis, il y a eu des syndicats qui sont partis, je ne sais pas, à Bibois, on a parlé de la recherche, de la prime de la recherche, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, même pas un rond a été donné. Mais comment voulez-vous que l'université puisse s'épanouir sans recherche? Comment voulez-vous? Et là, le monde va crier que non, ces professeurs, ils ne publient jamais, ils n'écrivent pas jamais, etc., mais ils ne savent pas l'arrière-fond. Pourquoi on ne publie pas? Ce n'est pas qu'on manque de la matière, ce n'est pas qu'on ne sait pas réfléchir, gigoter, ce n'est pas qu'on n'a pas des idées ici à revoir, etc., etc. On en a. Il y a toute une pépinière là, intellectuelle qui est là, qui n'attend que le législateur. Ça fait plus de 20 ans, plus de 20 ans que je donne cours à l'université. Alors, j'en ai vu de toutes sortes. Donc, c'est-à-dire que j'ai vu des gens défiler devant moi et j'ai eu aussi à constater ou à évaluer les niveaux de ces étudiants-là. Les étudiants, quand je venais d'arriver, parce que j'ai commencé pratiquement en 96, les étudiants que j'avais trouvés, à qui j'avais donné cours, écoutez, je les ai fait travailler. Je les ai fait travailler, j'étais un peu dur, etc. Mais ces étudiants-là, ce sont les étudiants qui nous ont donné des très bons résultats. Au fur et à mesure que les années passaient, alors nous sommes arrivés même à constater que nos jeunes étudiants là aujourd'hui qui sont pratiquement ici foutus dans le système des LMD, qui a encore régressé pratiquement leur niveau d'études, etc. Mais on a vu des gens aujourd'hui qui ne sont pas à mesure de suivre des cours à l'université. Ils ne comprennent pas ce qu'on est en train de dire. Ils ne savent pas même prendre des petites notes. Vous comprenez que quand on quitte pratiquement de l'excellence que l'on avait avec ces étudiants, nos premiers étudiants, et qu'on arrive à ce stade d'aujourd'hui, mais il y a de quoi regretter. C'est une chute libre pratiquement. Il y a de quoi regretter. On se dit, mais où est-ce que nous sommes en train de partir? Moi, je me dis, mais écoutez, moi, je fais ce que je pouvais faire, et aujourd'hui, je n'attends que mon arrêté d'éméritat, je vais me reposer. Mais quel est le bilan que je peux tirer? Mais là, qu'est-ce que je voulais? On gronde qui finalement? C'est l'enseignant, c'est l'étudiant ou c'est les systèmes? Les systèmes. Ici, tout le monde a tort. Notre pays, c'est un scandale aussi intellectuel. C'est un scandale ici de la matière grise. Mais aujourd'hui, tout le monde est en train de fuir. Les têtes vraiment, qui ont des savoirs, etc., préfèrent aller ailleurs, rester ailleurs, parce que là-bas, ils bénéficient de conditions où ils peuvent s'épanouir. En tant qu'individu, ils peuvent s'épanouir. Mais avec un regret. On saisit cette occasion pour rendre hommage au grand VY Moudimbe qui nous a laissés, qui nous a quittés pratiquement. Mais voilà, il était là-bas, professeur à l'université de Lubumbashi.
il était obligé de partir. Et là, il était dans des conditions telles qu'il pouvait s'épanouir. Parce que n'oublions pas que même si nous donnons compte, même si nous faisons de l'apostolat, etc., il faudrait aussi songer à l'épanouissement personnel. Okay. Je dois être épanoui personnellement pour que les autres aussi puissent profiter pratiquement de mon aura afin qu'ils s'épanouissent aussi. Mais quand on n'a pas cet épanouissement, ça devient très difficile. Vraiment, ça devient très difficile, très difficile. Mais est-il que nous, on ne peut pas se décourager. On ne se décourage pas. Oui. On fait tout ce qu'on peut faire pour que notre pays puisse aller de l'avant. Rester pratiquement ici rester ici dans ce que nous projetons, ce que nous voulons nous projetons aussi pour les autres. Et ça, nous allons travailler pour ça. LMD, un fiasco. Non, mais c'est un fiasco. Ça, je le dis crûment. C'est un fiasco. Ça a été tenté ici en Algérie, au Maroc aussi. Ça a été tenté. Et ils ont trouvé que, en tout cas, ça n'allait pas. Le gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement a fait? Mais il est revenu en arrière. Il a carrément enlevé ces systèmes-là. Le Maroc, l'Algérie, d'autres pays. Parce qu'ils ont trouvé que ça ne marchait pas avec leurs aspirations, etc., etc. Et ça régressait pratiquement ici l'avancement du pays, la projection du pays dans les développements. Mais ici, aujourd'hui, ça, je te le dis, ça, c'est ce que nous vivons. Quand on a parlé du LMD, etc., et qu'on devait commencer, ici, ce sont les décisions politiques qui ont primé, avant tout. Parce qu'il y a ces ministres, il y a combien de ministres qui sont passés et qui n'ont pas osé ici demander, qui n'ont pas osé ici rendre opérationnel ce système-là de LMD. Vous avez le ministre, là, je crois que c'était Théophile Mbemba à l'époque. Okay. À l'époque, il était là. Il ne l'a pas fait. Il y a eu un autre ministre qui est arrivé. On a trouvé que non, les conditions, les autres, on a trouvé que non, il fallait un peu attendre, etc. Mais il y a le dernier ministre qui est arrivé, lui, non, c'est imposé pour dire non, donc commencer. Mais comment on peut commencer une chose pour laquelle on n'a pas mûrement réfléchi? Parce qu'il faut des études pour ça. Et les études qui ont été menées, pratiquement, on a trouvé que les conditions ne répondaient pas. Même la présidente de la République, je me rappelle, à l'époque, quand on a commencé, non, LMD, etc., même la présidence de la République avait même dit qu'il fallait qu'on sursoit cette mesure-là. Okay. Il fallait attendre, qu'on réunisse un peu les conditions. La logistique ne suit pas. Les enseignements même, etc. Même jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de descriptif des matières que l'on donne. On ne sait pas. Et tout le monde, maintenant, pratiquement tout le monde, parce qu'il ne faudrait pas laisser le vide, on est en train de suivre pratiquement l'ancien système qui était les PADEM. Les matières qui ont été données là-bas, ce sont les mêmes matières qu'on donne ici dans le système LMD. Et pourtant, ce n'est pas ça ce qui a été demandé. On a voulu professionnaliser. Et pourtant, on avait déjà trouvé une solution pour la professionnalisation. C'est pourquoi on a les études auparavant. On avait les systèmes belges. Donc nous avons 2 années de candidature et 2 années de licence pour l'université. Et on avait aussi créé les instituts supérieurs. Parce que les instituts supérieurs jouent ici d'office le rôle des écoles techniques qui forment ici des gens, des professionnels. Les ISP, les techniciens, ils vont aller dans l'enseignement, ils vont aller, etc. L'université, c'est pour les chercheurs, etc. Mais tout cela n'a pas été regardé. On a même augmenté l'année, parce que je me rappelle, ça c'est notre année, on était en 2e année, et pour monter en première licence, il y a le gouvernement qui avait pris une mesure là, de créer une 3e année. 3e graduat. Mais ce graduat, c'était un graduat professionnel. C'était tout simplement pour essayer de pallier au manque. On avait trouvé que non, la théorie, elle empiète pratiquement sur tout, et que les étudiants sortent, ils n'ont pas un sens professionnel. Mais nous avions des écoles techniques qui étaient là, nous avions des ISP, nous avions etc. qui faisaient ce travail-là comme il fallait. Mais, malgré tout cela, non, on s'est dit, on est venu, LMD, c'est quoi? C'est la professionnalisation.
casser ici qui le faille qui se trouve entre les sociétés, la société, etc. Et l'université, qu'on ne forme pas des gens pour rien. Mais il faudrait qu'ils aient du travail. Quelles sont vos solutions, professeur? On est arrivé à la fin. Mais comment restructurer pratiquement, profondément le système éducatif congolais? On fait quoi? Il y a beaucoup de pistes de solutions. Prenons quelques... Pistes de solutions, il y en a plusieurs. Je crois que tous ces penseurs-là, ils ont songé, ils ont pensé à ça, ils ont songé à ça. Pratiquement dans la structuration de l'université. Okay. Structuration de l'université. Vous savez qu'à l'époque, avec les réformes, en 71, je crois bien, 71, non, si je ne me trompe pas, c'est l'époque où on a créé l'UNASA. On avait créé l'Université nationale du Zaïre. Où on a dû créer pratiquement un conglomérat là, des établissements à qui on a assigné des missions. Qui était là. Donc, il y avait l'UNASA. À un certain moment, on a trouvé que ça ne marchait pas, d'après les penseurs, les chercheurs. On a trouvé que non, ça n'allait pas. Il fallait qu'on revienne pratiquement dans ces systèmes, que les universités redeviennent autonomes, les établissements, etc. Bon, on a dit qu'on fasse ça. On est revenu, mais c'est très bien. Ce qu'ils ont pris comme décision, c'était très bien. Mais ils ont oublié une chose qui était essentielle. C'était celui de revoir maintenant les textes qui régissaient l'UNASA. Ils ont pris ces textes qui régissaient l'UNASA et ces textes, on les a gardés et ce sont les mêmes textes qui régissent maintenant les établissements d'enseignement. Et pourtant, ce n'est pas la même réalité, ce n'est pas la même restructuration. Non, on a gardé ces textes-là. Mais alors là, ça crée des problèmes très sérieux. Très sérieux. Il faut refaire l'organisation. Il faudrait qu'on revoie tous ces systèmes-là. OK. Et très souvent, quand le professeur arrive à la fin, il y a toujours un TP, prof. Mais je ne peux pas oser. Hein. Mais je rappelle que vous êtes docteur en communication parlée. Oui. Mais essayons ces travail pratique. Il y a l'ancien président, Joseph Kabila, qui a parlé. Mais en tant qu'expert, vous, comment appréciez-vous ces discours? Écoutez, là, nous rentrons déjà pratiquement dans le domaine, pratiquement ici, c'est politique. Et là, comment... Un domaine que vous détestez. Oui, c'est que je voudrais tout simplement dire que, non, il a parlé, il a dit tout ce qu'il pouvait dire. Et il a dit sa vérité à lui. Bon, une vérité qui est restreinte, justement, qui se limite à lui-même. Et il a donné des arguments, et ce qui lui donne raison. Parce qu'il voulait avoir raison, etc. Bon, il a parlé, maintenant c'est aux analystes que vous êtes, aux journalistes que vous êtes, de pouvoir réfléchir là-dessus, et pouvoir maintenant ressortir la vérité, une vérité universelle, une vérité globale. Donc il se fonde dessus de vérité universelle. Parce que quand quelqu'un parle, il parle en sa faveur. Quand quelqu'un parle, il dit des choses qui le contentent lui-même. Parce qu'en parlant, il croit que c'est lui il détient le monopole de la vérité. Okay. Mais pourtant, il peut être en dehors de la vérité. Mais qu'est-ce qui peut nous ramener à la vérité? C'est quand nous rentrons dans la société. Nous voyons comment la société est organisée. Nous voyons comment la société vit. Et en ces moments-là, on peut maintenant donner son point de vue et dire est-ce qu'il a raison ou pas. Le fait est là, ce que nous avons constaté, il a parlé, n'étant pas analyste politique, ne sont pas rentrés dedans pour essayer de décortiquer tout ce qu'il a dû dire, mais ce que nous souhaitons, ce que nous voulons, et que tous les discours que tous nos politiciens là tiennent, que ce soit des discours qui amènent pratiquement à la vérité, à la juste cause, et qui amènent la paix dans le pays. C'est tout ce que le monde demande. On ne demande rien. On ne demande rien, on demande que la paix. La paix. Mais si on a tort, il faut reconnaître son tort et demander pardon. C'est ce qui est très nécessaire.
Ça n'est toujours pas facile d'être en face de son maître et puis poser des questions à son professeur. Mais voilà, je suis très reconnaissant. Le professeur Chimanga m'a formé. Professeur, merci pour la formation. Merci d'être venu également.